sur la dernière partie de cette présentation, je vais vous parler un peu de ce que moi j'ai fait. Ce que moi j'ai fait pendant ma thèse, c'est des nanophiles à base d'INGN et de GN pour des applications en termes de diodes électroluminescentes. Donc c'est une thèse que j'ai faite au commissariat à l'énergie atomique à Grenoble. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble finalement ces LED à base de nanophiles GN? D'abord, il faut savoir que naturellement, dans certaines conditions de croissance, quand on vient déposer du gallium et de l'azote sur un support, eh bien, ça peut avoir tendance à s'organiser comme ça, à faire spontanément des nanophiles, c'est-à-dire des structures colonnaires de quelques dizaines de nanomètres de diamètre et dont la longueur, évidemment, va dépendre de la quantité de matériaux qu'on a déposé. Donc voilà, on peut avoir des densités très importantes, de l'ordre de plusieurs centaines par micron carré. Et l'idée du projet sur lequel je travaillais, c'était au lieu d'avoir comme ça une structure de LED en forme de couche mince, on va avoir en fait une forêt de nanophiles GAN, sur lesquels on a déposé de l'INGAN et on va recouvrir ça avec encore du GAN. Donc la partie du bas est en DOPN, la partie en haut d'OPP, et puis donc faire en fait une forêt de nanodiodes électroluminescentes de diamètre quelques dizaines de nanomètres. Alors pourquoi on essaye de faire ça en fait? Quel est l'intérêt? En fait, on a vu que quand on essaye de faire des LED jaune-verte à base d'InGaN, on a des rendements qui sont très faibles. Là, de l'ordre de. Ça date de 2009, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis. C'est-à-dire que normalement, en combinant du GAN et de l'INN, on doit pouvoir émettre sur tout le spectre visible et même un peu au-delà. Et c'est juste quand on commence à mettre beaucoup d'indium dans le matériau, donc à se déplacer du GN vers cette partie-là, pour aller du bleu-violet vers le jaune-vert, et on a des rendements qui diminuent beaucoup. Donc les questions qu'on se pose, c'est évidemment pourquoi et comment faire pour essayer d'aller plus loin et d'améliorer ça. Alors pour ça, il faut voir qu'est-ce qui se passe. En fait, comment on fait une LED? Une LED, donc c'est comme ça, c'est une structure avec un certain nombre de couches de matériaux différents. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on la fait en venant déposer évidemment ces couches les unes après les autres. On va les déposer ce qu'on appelle en épitaxie, c'est-à-dire qu'en fait, on part d'un matériau cristallin, dans notre cas ça va être le substrat en saphir, et on va venir déposer couche par couche le matériau, les différents matériaux, en gardant la même structure cristalline. Finalement, on fait pousser le cristal. La structure du cristal ne change pas. Potentiellement, il était parfait au début, il reste parfait à la fin, mais on a changé de matériau. En tout cas, qu'il soit parfait, c'est notre objectif. Donc voilà, on part d'un substrat et on vient déposer des couches très minces qui peuvent faire entre 0,25 nanomètres. 0,25 nanomètres, c'est une rangée d'atomes. Ou éventuellement, on peut faire des couches beaucoup plus épaisses, juste en faisant des pots plus longs. Alors comment on fait ça? Eh bien, on fait, moi ce que j'ai utilisé, c'est de l'épitaxie par jet moléculaire. C'est une technique de dépôt de couches minces qui se fait dans une chambre sous ultravide. Donc c'est une espèce de cocotte minute d'à peu près 1 mètre de diamètre, dans laquelle on vient placer, dans mon cas c'était une galette de silicium qui va servir de support. Et autour de cette cocotte minute, il y a un certain nombre de cellules. Les cellules, finalement, c'est des creusets, c'est-à-dire des récipients, des contenants, dans lesquels on va déposer les différents éléments qu'on va vouloir envoyer, donc gallium, indium, etc. Et on va venir chauffer chacun de ces creusets. Il va donc se produire un équilibre liquide-vapeur ou solide-vapeur suivant les matériaux. Sauf qu'évidemment, comme on est sous ultravide, on est avec des pressions de l'ordre de 10-5 millibars pendant la croissance. Eh bien, les atomes qui sont ici, qui sont au départ en phase solide ou en phase liquide, eh bien, un certain nombre vont passer en phase gazeuse, et comme on est sous ultravide, ils ne vont pas rencontrer d'autres atomes, et ils vont continuer leur trajectoire tout droit, comme
comme quand vous envoyez une boule de pétanque, sauf qu'au lieu d'avoir le cochonnet au bout, vous avez un échantillon sur lequel on veut venir déposer les couches. Et donc c'est comme ça qu'on fait, c'est une technique qui permet justement d'avoir des couches très très minces et d'avoir malheureusement des croissances très lentes, mais ça permet de faire des choses très précises avec de déposer par exemple une seule monocouche ou deux, de pouvoir vraiment faire des couches très très minces. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Le truc en fait c'est que évidemment on va vouloir déposer des matériaux qui vont être différents, des couches de matériaux qui vont avoir des propriétés différentes les uns sur les autres. Et donc quel genre de différence peut y avoir entre ces matériaux ? Il peut y avoir des différences en termes d'énergie de surface, c'est-à-dire les propriétés des surfaces des différents matériaux ne vont pas être les mêmes. Ou des différences de ce qu'on appelle le paramètre de Maille. Le paramètre de Maille c'est juste l'écartement entre les différentes rangées atomiques, c'est-à-dire que même si ces matériaux vont avoir tendance à cristalliser dans la même structure, avoir le même arrangement d'atomes, l'écartement entre les différents atomes va être différent. Et donc tout ça, ça va avoir des influences. Tout d'abord, si l'énergie de surface est différente, quand on dépose le matériau sur le substrat, dans certains cas, on peut avoir envie de faire une couche continue, ou au contraire, d'avoir des îlots tridimensionnels, parce qu'on préfère garder une surface terminée par le matériau A plutôt que par le matériau B. Et donc comme ça, on a des îlots de quelques dizaines de nanomètres de diamètre, quelques nanomètres d'épaisseur. Autre chose qui peut arriver, quand on a une différence de paramètres de Maille entre les deux matériaux, qu'est-ce qui va se passer ? Là, il faut se dire que quand on dépose les atomes, ils vont s'incorporer où ils peuvent, sur des sites atomiques qui vont être en fait dans la continuité du cristal déjà existant. Par contre, si le paramètre de Maille, si l'écartement naturel entre les atomes n'est pas le même, on va faire apparaître des contraintes dans le matériau. Il faut imaginer que ici, les liaisons atomiques entre les différents atomes, c'est des petits ressorts. Et donc, on va venir forcer, en tout cas au début, les atomes de matériaux à être plus proches ou plus éloignés qu'ils ne voudraient, et donc ça va créer des contraintes. On va compresser ou étirer ces liaisons atomiques. Et donc, au bout d'une certaine quantité d'énergie comme ça qui va être accumulée, au bout d'une certaine épaisseur, finalement, il va être intéressant de briser la perfection du cristal, de faire apparaître des défauts, ici une colonne atomique en plus par exemple, pour essayer de gagner de l'énergie en permettant aux atomes d'avoir leur écartement naturel. Donc c'est comme ça, on voit là au début on a 9 rangées d'atomes et là on n'a plus que 8 au-dessus. Par contre, l'apparition comme ça d'une dislocation, c'est quelque chose qui va énormément diminuer les rendements des diodes électroluminescents. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on regarde entre INN et GN, il y a une grosse différence de paramètres de Maille. Et là, on a 12%. 12%, ça n'a pas l'air énorme, mais dans ce cas-là, c'est beaucoup. Et donc, évidemment, la différence de paramètres de Maille entre la zone d'INGN et le GN qui l'entoure, ça va dépendre du taux d'indium qu'il y a dans l'alliage. Et donc, plus on met d'indium dans l'alliage, c'est-à-dire plus on s'éloigne du bleu et on va vers le jaune-vert, plus on va faire apparaître des dislocations. Et donc, plus on va diminuer les rendements. Et l'idée des nanophiles, c'est que comme on a des structures qui sont très fines, ils vont pouvoir se déformer facilement. Et donc, au lieu d'accumuler comme ça des contraintes et de créer des dislocations, c'est juste aux surfaces libres, les atomes vont avoir la place de tout simplement de retrouver le paramètre de Maille leur paramètre de Maille naturel. Et donc, potentiellement, on n'aurait pas de dislocation et des très bons rendements, même dans la gamme jaune-vert. Alors, concrètement, en quoi ça consiste finalement un projet de recherche basé pour essayer d'obtenir ce genre de structure. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est
tout cas ce que moi j'ai fait, c'est étudier les conditions de croissance. C'est-à-dire que je pars de nanophiles de GAN déjà existants et je viens déposer dessus de l'indium, du gallium et de l'azote. Donc ces atomes vont réagir les uns avec les autres pour former ce qu'on appelle de l'INGAN. Et je fais ça en changeant la température, parce que le substrat il est chauffé, et en changeant les flux d'atomes qu'on utilise. Et ça va déjà avoir une influence assez importante. Par exemple, dans certaines conditions de croissance, eh bien, j'ai toujours des nanophiles GAN que j'avais déposés au début. Par contre, l'INGAN, lui, il l'a poussé latéralement, et donc on obtient des espèces de nano-champignons comme ça, avec un chapeau d'INGAN sur les pieds de GAN. Au contraire, dans d'autres conditions de croissance, on va garder la structure colonnaire. Donc là, on a un pied de GAN sur lequel on a déposé de l'INGAN à partir d'ici, sauf que ce qu'on voit, c'est que tout l'indium s'est concentré au cœur de ces nanophiles, et il est entouré d'une coquille de GAN. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement intrinsèque au fait qu'on a des nanophiles. C'est pas possible d'avoir ce genre d'effet quand on fait des couches minces. Donc c'est aussi des choses importantes à noter, c'est que quand on essaye de fabriquer comme ça des nano-objets, on se retrouve avec des phénomènes qui sont complètement différents de ce qu'on peut avoir d'habitude. Alors ça peut être utile, on peut essayer de les utiliser pour des applications, mais des fois ça pose des questions. Ensuite, une fois qu'on a étudié un peu quelle est l'influence des conditions de croissance, à quoi ça ressemble finalement les objets que j'essaye de faire, bien on peut étudier leurs propriétés optiques. Comment on fait ça? Bien, on prend l'échantillon, on vient l'exciter avec un laser, dans mon cas un laser UV. Donc pareil, on fait passer des électrons de la bande de valence à la bande de conduction et on va regarder, on va mesurer la lumière qui va être émise. Et ça va nous renseigner sur un certain nombre de choses, en particulier évidemment sur la valeur de la bande interdite de ce matériau. La valeur de la bande interdite, ça dépend de la composition, ça dépend de l'état de contrainte, etc. Donc ça va nous permettre de comprendre un peu plus ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a comme objet. Et ensuite, une fois qu'on a essayé comme ça un peu d'optimiser les propriétés optiques, d'être sûr qu'on a un matériau qui va permettre d'émettre dans la bonne gamme d'énergie, d'émettre dans le vert par exemple, on va faire des études électriques, c'est-à-dire qu'on va faire croître non plus juste des colonnes de GAN avec un petit peu d'INGAN dessus, mais la structure complète avec du dopage P, du dopage N, et on va venir faire passer du courant là-dedans. On va mesurer encore une fois donc une électroluminescence, donc un spectre. On peut voir comment la lumière émise évolue en fonction du courant qu'on injecte, mesurer des rendements, etc. Et également, ce qu'on a remarqué dans notre cas, c'est que ici, là, on a une photo. Donc là, c'est la plaque de silicium avec les nanophiles dessus, sur lesquels on est venu poser des contacts électriques et tout simplement faire passer du courant. Donc là, on a la lumière qui a l'air plus ou moins verte. Par contre, si on regarde au microscope, ce qu'on voit, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, on a des points de lumière, de couleurs différentes. Ça veut dire que on fait plein de nanophiles, on les fait dans les mêmes conditions, tout ça, ils sont situés à quelques dizaines de nanomètres les uns des autres. Ils sont faits dans les mêmes conditions. Par contre, il y a des nanophiles qui vont émettre en rouge, des nanophiles qui vont émettre en vert, d'autres en bleu. Et donc, intrinsèquement, par le fait que, comme ça, on essaye de faire des nano-objets, et le problème, c'est que ces nano-objets, ils vont être tous différents les uns des autres. Et ça, c'est encore quelque chose qu'il faut arriver à contrôler, qu'il faut arriver à étudier, et qui est assez spécifique. De la même façon, ce qu'on peut se dire, c'est que là, finalement, on n'a quand même pas beaucoup de nanophiles qui luminescent. Il y a beaucoup de nanophiles qui émettent aucune lumière. Ça, c'est encore des questions qu'on se pose. Pourquoi? Comment on l'explique? Et surtout, comment on essaye de les faire luminescer. Donc au final, je vais finir cette présentation. Donc, juste très rapidement, on a parlé des semi-conducteurs. C'est quoi? C'est des matériaux dans lesquels il y a une bande interdite très faible, ce qui fait qu'on va pouvoir jouer sur les propriétés de conductivité de ces matériaux
par ce qu'on appelle le dopage, et qu'on va éventuellement pouvoir faire apparaître deux types de porteurs de charge, les électrons et les trous. Et en contrôlant finalement cette structure de bande d'énergie, en contrôlant leur population par des électrons et des trous, on va pouvoir faire un certain nombre d'applications. Mais ce qu'on a vu à la fin, c'est que, mine de rien, une des choses très importantes très importante à contrôler pour pouvoir faire ces applications, c'est de contrôler la qualité du matériau. Donc des problématiques vraiment sur à quoi il ressemble mon matériau, comment je le dépose, comment je l'optimise. Et enfin, si on veut essayer de faire ce qu'on appelle les nanotechnologies à base de semi-conducteurs, qui sont quand même une voie assez intéressante, en tout cas qui donne beaucoup d'idées à certaines personnes pour optimiser les rendements, pour avoir des nouvelles applications, eh bien on se retrouve avec des nouvelles problématiques, des effets physiques qu'on n'a pas forcément vus avant et qu'il faut étudier, et qu'il faut arriver à étudier à la fois de façon statistique, à la fois pour voir un grand nombre d'objets d'un coup, et en même temps pouvoir les regarder les uns après les autres, et pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, merci pour votre attention.